Bonjour Julie, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 38e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Un épisode pour lequel, pour ma part, j'ai eu du mal à me concentrer parce que qui a envie de parler de cinéma en ce moment ? Qui ? À part nous ? Non, mais c'est vrai que je sais pas vraiment poser la question de toi et moi, mais je pense que tous les deux on a pensé à la même chose. Est-ce qu'on va faire cet épisode ou pas ? Parce que vous savez, je pense que tout le monde le sait. Non, Ceux qui nous écoutent, il y a un contexte politique assez chargé en ce moment. Ça nous est tombé après le 9 juin, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, on était en pleine rétrospective de films cannois, notamment la quinzaine des réalisateurs qui étaient projetés en forme des images avec Julie. Et puis même, on a vu quelques films de la sélection officielle cannoise au Luxor, notamment. Voilà, et en fait, du jour au lendemain, on n'a plus trop eu envie d'aller au cinéma, mais bon, on avait déjà commencé à voir certains films du programme, et on s'est dit, non, on va continuer, quoi. Oui, alors déjà pour être tout à fait franc avec ceux qui nous écoutent, on est contre le Rassemblement national. Moi, j'ai aussi envie de dire... j'espère ne pas être censurée, mais je vais éviter les insultes, mais j'espère que... Allez, on va le dire gentiment, mais j'espère qu'ils vont bien se ramasser au sol avec ces élections législatives, le Rassemblement national. Voilà. En tout cas, tu as réussi à dire les choses de manière polie. Je te dis bravo, Julie. Effectivement, pour pas qu'il y ait de doute, moi non plus, je ne suis pas pour que le Rassemblement national passe. Ah bon ? On va faire un peu comme Kylian Mbappé et les autres footballeurs à qui on demande il faut pas voter, il faut pas que l'extrême passe. Mais si, il faut que l'extrême passe, mais l'extrême gauche surtout passe. mais c'est même pas. Mais Morgane, non, mais pour je rigole, on parle mais... d'extrême gauche, mais c'est même pas l'extrême gauche. Enfin, je veux dire, bon, là, ça s'est reconverti c'est l'union des gauches, voilà. C'est plus arrêt caméra, c'est arrêt politique, mais sans l'art, malheureusement, si tant est qu'il y en ait là-dedans. Non, mais je veux dire, le seul parti finalement reconnu vraiment d'extrême par le Conseil d'État, soyons factuels, c'est l'extrême droite. Donc qu'on ne la revoie plus, hein, je veux dire. Oui, voilà, qu'elle prenne une défaite cuisante alors qu'elle se prend favorite. Et également, ce serait pas mal aussi, c'est quasiment programmé que Renaissance, partie de notre cher président, se prenne pour le coup une déculottée monstrueuse, ce qui est même parti pour apparemment sur les sondages. Nous allons sabrer le champagne avec Morgane quand ça arrivera. Et par ailleurs... tant qu'à parler de restrictions de droits politiques, de dictature et tout le tralala, ça tombe bien, en revanche, je trouve, Morgane, avec notre sommaire cinématographique de ce 38e épisode, puisque nous allons démarrer avec le film Rendez-vous avec Pol Pot, du réalisateur franco-cambodgien Ritipan, pour continuer ensuite avec Love Lies Bleeding. Oui, un film sur l'oppression de deux femmes lesbiennes, donc effectivement encore... Sur le Wokistan, voilà, combattu par Renaissance désormais, par le RN. Parce qu'apparemment, c'est très grave. C'est un parti transphobe maintenant, la Renaissance, voilà. Donc... Love Lies Bleeding de la Britannique Rose Glass, et on continuera cette émission, on la conclura même avec le film Les Guetteurs d'une Nepo Baby, parce qu'il faut un peu parler des riches aussi. Donc Les Guetteurs, le premier film de Ishana Shyamalan, c'est parti. Le nom du réalisateur franco-cambodgien Ritipan ne vous dit peut-être rien. Sachez en tout cas qu'il est né au Cambodge, qu'il a fui son pays adolescent pour arriver en France et qu'une bonne partie de son travail artistique fait état des sombres années qu'a traversé le Cambodge lorsqu'il était aux mains du régime des Khmers rouges. On peut citer en vrac le premier documentaire de Ritipan consacré à ce sujet, Site 2, ou encore le film S21, La machine de mort Khmer rouge,
Et désormais, rendez-vous avec Pol Pot, dont il va être question juste après ton résumé, Morgane. Oui, Julie, alors 1978, depuis 3 ans, le Cambodge, devenu Kampuchea démocratique et sous le joug de Pol Pot et ses Khmers rouges, le pays est économiquement exsangue et près de 2 millions de Cambodgiens ont péri dans un génocide qui est à l'époque encore tu. 3 Français ont accepté l'invitation du régime et espèrent obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot, une journaliste familière du pays, un reporter photographe et un intellectuel sympathisant de l'idéologie révolutionnaire. Alors, Rendez-vous avec Pol Pot est une fiction qui s'inspire forcément du réel, puisqu'il y a à l'intérieur des personnages qui ont réellement existé, pas ceux des journalistes, mais bien évidemment, à un moment, on voit apparaître Pol Pot. Après, Morgane, avec on le voit apparaître d'ailleurs... Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'il est constamment... masqué, il apparaît comme une sorte de masse noire en fait. C'est à la fois menaçante, mais à la fois indistincte. C'est-à-dire c'est comme s'il représentait plus un principe, donc la dictature, l'oppression, les massacres aussi, sur lesquels nous reviendrons plus tard, qu'un individu sur lequel on se penche réellement. Voilà, c'est comme un concept, c'est une idéologie. Et c'est d'ailleurs une des idées de cinéma qui, moi, m'a le plus plu dans ce film, qui après, donc, comme je disais, est une fiction, mais une fiction qui témoigne pas mal, disons, du passé de documentariste de Ritipan. Alors moi, je connais pas son travail. C'est le premier film que je vois de lui, donc je l'aborde avec, on va dire, une curiosité toute neuve. Mais on voit quand même, comme je le disais, son passé de documentaire, parce que dans le film, se mélange à la fois des parties de la fiction, mais qui, reconstituent... En fait, il y a des régimes d'images qui se confrontent. Donc, il y a de la fiction filmée de façon classique, donc voilà, on voit des êtres humains qui font des actions, qui vont à un endroit A, à un endroit B, etc. Mais on voit aussi des figurines disposées sur des tables à hauteur humaine qui rejouent des scènes en fait du film qui ne sont donc pas filmées avec les protagonistes. Et enfin, on voit des images qui sont des images purement documentaires qui viennent, on va dire, étayer le travail de mémoire de Rendez-vous avec Pol Pot. Et qui sont en fait limite des images d'archives, en fait, puisqu'il y a un côté... il y a un côté presque... déjà, c'est en noir et blanc, effectivement, et il y a un côté... de la manière dont c'est montré dans le film, c'est souvent utilisé comme des espèces d'images sur des supports, en fait. Notamment... comme si c'était projeté à l'intérieur même du film. C'est ça, dans le dispositif du film. Donc comme s'il y avait des images d'archives projetées, parfois en décor même, pour une séquence notamment de voiture, où on voit en fait les acteurs du film dans une voiture, et en fait ils sont en studio, et autour d'eux il y a les écrans avec des images d'archives qui sont projetées. Donc oui, et en fait ça, tu parlais de plusieurs régimes d'images, et tu parlais du passé de documentariste de Ritipan. En fait Ritipan, je pense pas on puisse parler de passé, parce qu'en fait c'est un documentariste qui fait des documentaires depuis plus de 20 ans. Plus précisément, je voulais parler de ce qu'il a fait, notamment avant ce film. Voilà, c'est ça. Non, mais c'était juste pour dire que quand on dit passé, on a l'impression que c'est quelque chose qui remonte, alors qu'en vrai, son film précédent, c'est un documentaire, et il fait beaucoup plus de documentaires que de fiction. Il en a fait quelques-unes des fictions, mais on le connaît plus pour son travail de documentariste, et aussi, effectivement, pour son travail d'animation, puisqu'il a réalisé notamment... Alors, j'ai pas vu tous ses films, mais je me souviens, celui-là, en tout cas, c'est L'Image Manquante, un film d'animation qu'il a fait en 2015, je crois, qui est un de ses meilleurs films, qui, justement, avec des petites statuettes qui ne bougent pas. En fait, c'est un film d'animation. Alors, en fait, c'est marrant, on dit que c'est un film d'animation, mais il n'y a pas d'animation des statuettes, en fait. C'est des statuettes immobiles, et il y a des voix par-dessus, et en fait, le mouvement est créé par la caméra qui bouge dans les petits décors, et aussi par les différentes voix, mais au final, c'est un film d'animation statique. Qui est un modèle d'animation qui est finalement assez peu utilisé. C'est peut-être je dis pas que c'est le premier à faire ça, parce que je connais pas toute l'histoire du cinéma d'animation, mais en tout cas c'est un des seuls à le faire. En tout cas, ce sont des figurines, mais c'est complètement accidentel, Morgane, qui m'ont fait penser au type de figurine qui peut être utilisé dans le stop motion. Sauf que là, Exactement. elles sont statiques. Elles sont stop. Voilà, c'est ça, c'est littéralement du stop motion, mais c'est pas la bonne définition du coup. Voilà, en fait la motion dans ça, c'est la caméra qui bouge, et qui d'ailleurs réussit à créer des effets de mise en scène parfois assez bluffants, notamment il y a un moment où
ou dans le film, dans celui-ci en tout cas. Alors ici, elles sont, comme on l'a dit, il y a beaucoup moins de scènes d'animation. Il doit y en avoir peut-être moins de 10 quoi, dans tout le film, qui dure quasiment 2 heures quand même. Et en fait, il y a des moments où on est dans une jungle et il y a un personnage qui s'échappe, qui veut fuir, qui veut aller photographier, c'est le photographe en fait du trio de Français, qui veut aller photographier les vrais Cambodgiens et pas cette espèce de... En fait, il veut pas se retrouver, disons, alpagué et noyé par la mise en scène instaurée par le régime au moment de leur visite. Parce que concrètement, on le sent, ils le disent pas comme ça, mais quelque part, ils ont l'impression d'être aux zoo, que tout est arrangé comme dans des scénettes d'une crèche, en fait, à Noël. Mais eux ne voient pas les vrais habitants dans leur habitat, dans leur environnement. Exactement, Julie. Et en fait, du coup, il s'échappe et ensuite, à ce moment-là, on part dans une séquence en animation où il y a une espèce de longue traversée de pire en pire, en fait, vers l'horreur, parce qu'à la fin, il découvre les ossements et un charnier, mais tout ça en animation. Et il y a ce passage, en fait, entre les deux, entre le film, la fiction et l'animation, où on est dans des bois, et en fait, il arrive à créer une confusion, ce qui est assez bluffant. Et donc voilà, tu parlais aussi je voulais revenir au tout début, du fait qu'effectivement il y a des personnages historiques qui sont dans le film, mais il faut aussi préciser que le film en lui-même est inspiré d'un livre d'une journaliste qui s'appelle Elizabeth Baker, une américaine je crois, et qui elle-même réussi à rentrer dans le Kampuchea démocratique, donc le Cambodge sous Pol Pot, en 1978. On lui a ouvert les portes, donc c'est un peu inspiré de sa vraie expérience, même si après les autres personnages sont fictifs, effectivement ceux qui entourent le personnage joué par Irene Jacob. Et oui, et puis il y a aussi, je trouve, Morgane, le fait que ce soit inspiré par ce livre, mais on sent librement inspiré par le truchement de la fiction, une possibilité à Ritipan de donner à son film une veine cauchemardesque qui, disons, se déroule en écho avec l'horreur subie par les Cambodgiens. Alors bon, je le dis là comme ça parce que pour ma part, en fait, je le reconnais, hein, je veux dire... toute modestie, c'est une histoire que je connaissais mal avant le film. Une fois que j'ai vu le film, je me suis renseignée autant que j'ai pu dessus. Il n'y a pas à avoir honte en soi, parce que c'est une histoire dont on n'apprend même pas à l'école, en fait. Moi, c'est en voyant les films de Ritipan où j'ai fini par... Non, mais bien sûr, Ah, d'ailleurs, c'est en voyant ces films que toi, tu t'y intéressais, Morgane ? Effectivement, en fait, je sais plus quel film m'a fait... mais je crois, c'est en découvrant S21, pardon, La machine à mort Khmer Rouge, que j'ai découvert à la fac, notamment sur un cours sur le documentaire, et en fait nous a montré ça, et du coup je me suis intéressé aux autres films de Ritipan, et il y avait eu le premier que j'étais allé voir vraiment en salle, c'était L'image manquante, justement, en 2015, et en fait j'ai vu 4-5 films de Ritipan, et dont juste une fiction avant celui-là qui est pas très bien, qui était le film, une adaptation de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, à Isabelle Huppert. Enfin, pas très bien, il y a pire comme film, mais je préfère ces documentaires. Et donc voilà, oui, c'est vraiment grâce à ça que j'ai pris conscience de toute l'histoire, en fait, derrière derrière tout ça. Et aussi grâce à Davichou, cinéaste cambodgien, qui a fait notamment un documentaire sur l'âge d'or du cinéma cambodgien, et qui travaille aussi sur... c'est un documentaire de 2010, j'ai oublié le nom, qui travaille... On a d'ailleurs parlé de Davichou précédemment dans Recamera avec son film Retour à Séoul. Oui. Et là, en fait, du coup, c'est qui n'a strictement rien à voir. Hein. Voilà, mais du coup, le documentaire de 2010 revient sur l'histoire du cinéma cambodgien, et notamment sur aussi le fait que il n'y a pas eu de cinéma il n'y a pas eu d'image, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant, on va y venir, mais il n'y a pas eu d'image, en fait, du Cambodge pendant 4 ans, parce qu'il y avait personne qui pouvait rentrer à l'intérieur, et le Cambodge ne produisait pas d'images, à part quelques images qu'on voit justement d'archives, mais c'est vraiment des petits morceaux de ce qu'il y a comme souvenir imagé de cette époque-là. Mais justement, donc, Morgane, voilà. Pour te couper, par rapport à cette production d'images qui était inexistante, je suis en train de me rendre compte qu'elle trouve son écho là dans le film Rendez-vous avec Pol Pot, dans la mesure où cette image-là, cette production d'images, cette création d'images, elle est essentielle, en fait, elle est au cœur du film, puisque Thomas, qui est donc le personnage de Thomas, qui est photographe, c'est Thomas, oui. Voilà, qui est le photographe du trio, en fait, il est obsédé à l'idée, non pas forcément de l'authenticité, mais disons de pouvoir rendre compte des faits, de pouvoir témoigner à travers l'image. Et donc là, en l'occurrence, la photographie, de ce qui se passe dans cet espace complètement fermé, cloisonné au monde extérieur, et auquel ils ont exceptionnellement accès. Oui, c'est ça. En fait, c'est... de toute façon, je pense qu'en tant que
un photographe, c'est son but premier, c'est de pouvoir photographier le Cambodge. Et en fait, ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais ce qui est fort dans le film, c'est peut-être ce qui a le plus réussi dans le film d'ailleurs, c'est comment il articule en fait ces régimes d'images et comment en fait ça fait sens avec ce qu'il raconte. Richipan, effectivement, comme on l'a dit, il n'y avait pas d'image du Cambodge ou très peu, donc c'est ces images qu'on voit par moment d'archives, mais tout ce qui est charnier, même mise au travail forcé en fait, parce que on voit au bout d'un moment, ils finissent quand même par montrer une espèce de camp où les gens travaillent et oui, des camps de travail forcé. Ouais, c'est ça. Et en fait, il voit quelqu'un d'ailleurs que le sympathisant révolutionnaire joué par oui, c'est même un haut dignitaire du régime. Oui, non, je parlais de Grégoire Collin. Ah, pardon. Qui rencontre quelqu'un qu'il connaissait, qui lui parle et qui fait apparemment semblant qu'il va bien, mais en fait, tout autour, c'est déjà un camp de travaux forcés. C'est pas le pire, visiblement. Mais en fait, donc, toutes ces images-là, en fait, qui n'ont pas existé, il le recrée avec soit qu'avec les images d'animation ou les images En fait, l'animation, je trouve, Morgane, vient quand il y a une sorte d'impensé. C'est-à-dire ça permet... Je sais pas si c'est que ça permet de mieux digérer, mais c'est une manière de l'appréhender qui tente finalement de combler des trous en matière mémorielle. C'est ça, en fait, c'est tout le principe de son film L'image manquante. D'ailleurs, le terme lui-même, le titre lui-même, c'est quasiment un concept, en fait, qui peut se rapporter à son cinéma. Et voilà, donc ces passages-là, qui sont des passages, en fait, qui sont définis par l'horreur, on va dire, ils ne sont pas montrés par les moyens du cinéma traditionnel, mais par l'animation. Alors que à côté, effectivement, tout ce qui est autour de la fiction des trois personnages, qui d'ailleurs, en fait, je pense aussi, s'il fait ça, c'est parce que là, on est dans le concret et ce qui a vraiment existé, alors que les trois personnages, c'est une imagination de Richipan. Donc du coup, tout ce qui va être attrait autour d'eux, sans connexion directe avec des crimes qui ont été perpétués, etc., on reste dans la fiction. Et c'est à partir de ce moment, enfin, l'image, on va dire l'image avec en action réelle, en temps réel, avec des vrais acteurs, et tout ce qui est vraiment très avec l'horreur qui s'est passée au Cambodge, ça va être dans l'animation et de temps en temps il insère des images d'archives. Voilà, c'est vraiment toute cette balance entre les trois régimes qui fonctionne très bien dans le film. Après, moi j'ai des réserves sur la partie fiction que je trouve au final une fois qu'on a installé les décors, au bout d'un moment, on est un peu trop dans la redite parce que le problème du film, tu veux le dire, je pense, Julie aussi. Oui, pour moi, il y a un souci de rythme. C'est pas un souci de cadre ou de la manière dont les choses sont faites, c'est un souci de rythme. Voilà, avant qu'on arrive à Phnom Penh, on finit par arriver à Phnom Penh parce qu'en fait, pendant tout le film, ils attendent de pouvoir avoir ce rendez-vous avec Pol Pot. Dont ils vont comprendre qu'en fait ça va pas arriver de manière programmée, mais on va les emmener comme ça d'un coup, comme toute la politique était comme ça de Pol Pot, un peu instinctif comme ça. Au passage, avant que tu enchaînes avec ce que tu vas dire, Morgane, juste pour rappeler ce que je voulais dire tout à l'heure et j'ai oublié. Voilà, non, juste que pour ceux qui le savent pas, le régime des Khmers rouges, c'est plusieurs millions de morts et au total, j'avais lu, j'en suis restée effarée. Ça tellement de morts que c'est 20% de la population cambodgienne apparemment qui a juste été effacée, quoi. Oui, c'est ça. Massacrée. Pendant 4 ans en plus. Voilà. En 4 ans, c'est énorme. Notamment les intellectuels, pas mal de personnes qui étaient dans la ville de Phnom Penh. D'ailleurs, c'est assez effarant quand ils rentrent à Phnom Penh, la ville est vide. Mais voilà, juste pour terminer, parce que sinon on va partir sur autre chose. Et ce que je trouve dommage, c'est que par rapport à l'aspect négatif du film, en fait, c'est que avant qu'on arrive à Phnom Penh, du coup, c'est toute la partie où ils attendent, où on est une espèce d'entre-deux, voire d'entre-trois, comme on parlait de 3 régimes d'images. Mais voilà, et tout ce qui est dans la fiction, on est toujours sur cette espèce de piste d'atterrissage, et je trouve que ça patine quand même pas mal, et en fait, il n'arrive pas à emballer suffisamment le côté fictionnel du film, que du coup fictif, que j'arrive pas à... je me suis un peu ennuyé quand même. Parce que le film aussi, je parlais de rythme, mais il y a une certaine aridité à l'intérieur qui est pas évidente. Alors, d'un côté, je comprends la démarche de Richipan parce que je me dis qu'en faisant ça, il y a
un refus d'une espèce de sensationnalisme par rapport à son sujet. Ce que d'autres réalisateurs... disons que moi, j'y vois une forme de scrupule dont certains réalisateurs ne s'embarrassent absolument pas. C'est vrai qu'il y a un aspect moral qu'on peut pas négliger, c'est sûr. Je trouve, dans la mise en scène, dans la démarche, dans la manière dont les choses sont faites. Donc, pourquoi pas ? Mais en même temps, c'est là où je te rejoins, Morgane, c'est que je trouve que c'est pas toujours évident côté spectateur. C'est-à-dire que, si je vais être honnête, mon intérêt au début du film était très élevé. Au milieu du film, j'étais plus passive et il est remonté au moment de l'arrivée des protagonistes dans la capitale et du fameux rendez-vous avec Pol Pot. Et surtout, moi, là où j'ai été cueillie, c'est... on va dire, à l'apogée du film. L'apogée, elle est dans le dialogue entre Grégoire Collin et la personne qui incarne Pol Pot, parce qu'on est dans un dialogue, on va dire, purement idéologique et qui, en même temps, concentre en lui toutes les horreurs perpétrées par des dictatures. Donc voilà, ça, pour le coup, ça m'a convaincu. Le chemin, c'est vrai que j'ai été un petit peu perdue au passage. Ouais, après, pour dire quand même des choses positives, c'est sur la fin, justement, tu parlais du fait que Pol Pot n'était pas montré, et tu disais que c'était lié à une espèce de représentation un peu presque... pour dire que c'est le mal, en fait, d'une certaine manière. Quelque part, tu vois, Morgane, je trouve que c'est... Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est un peu la même chose que, tout simplement, dans 1984 de George Orwell. Je suis désolée s'il y a des gens qui l'ont pas lu. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Qu'il n'a pas de visage, en fait. Voilà. Ouais. Bon, désolée si vous l'avez pas lu, mais donc le personnage, au final, n'existe pas, tu vois, il est pas tangible. Bon, là, pour moi, dans la manière dont Ritipan le montre sans le montrer, il y a de ça. Oui, non, c'est vrai. Alors, il y a des espèces de truchements de mise en scène qui fait qu'en fait, il y a une discussion avec lui et en fait, quand on le filme, la moitié de son corps est visible parce qu'il y a la lumière et il y a un travail sur la lumière parce que du coup, l'obscurité cache son visage. C'est assez impressionnant d'ailleurs, cette scène-là. Et d'autres moments où justement, ils sont face à face, Grégoire Collin et Pol Pot, où du coup, on les voit toujours... que de loin, et quand ils se rapprochent, c'est que pour filmer Grégoire Collin et on va jamais voir Pol Pot. Et non... Mais il y a aussi le fait que je pense que comme on le voit constamment dans le film par ses représentations, puisqu'il est partout en fait. Par la propagande, voilà, c'est ça. Et en fait, quand on y arrive, on ne le voit plus parce que on l'a déjà vu en fait tellement de fois que maintenant on ne peut plus le montrer en fait. Il est tellement il y a de ça aussi. Il est tellement partout que voilà, finalement espèce de côté un peu faussement déceptif, puisque je pense pas que nous en tant que spectateurs on veuille absolument le voir, mais c'est vrai que ce côté un peu terrifiant parce qu'il est terrifiant de vouloir le voir peut frustrer certains spectateurs. Mais en tout cas, je trouve ça assez brillant ce dispositif là, même si c'est que pour 10-15 minutes de film. C'est peut-être pour moi ce qui a été le plus marquant dans Rendez-vous avec Pol Pot. Ouais, mais en tout cas, moi, de mon côté, je pense que j'ai fini sur la discussion du film. Peut-être que tu voulais ajouter quelque chose. Non, juste que je trouve quand même que c'est un film qui mérite d'être vu, et pas seulement pour son sujet, mais pour son originalité, son traitement, et puis aussi, quelque part, en choisissant la fiction avec ce trio-là de journalistes, il montre aussi comment la dictature n'épargne personne. Je vais pas raconter le film jusqu'au bout, mais c'est pas un film qui se termine bien sans virer à la tragédie totale non plus. Donc ça, c'est pareil, c'est un choix qui est pas évident côté scénario, mais je trouve que c'est un bon choix malgré tout. Ouais, moi je trouve que c'est... en fait, Pol Pot, pardon. Oula, Ritipan, il cherche il continue depuis ses débuts à faire des films. Il parle quasiment que de ça d'ailleurs dans sa filmographie, de ce qui s'est passé pendant ces 4 ans et l'impact que ça a eu sur le Cambodge. Et le film s'insère bien dans cette espèce de grande œuvre en fait. Et c'est toutes les qualités du film, même si en lui-même le film, je pense pas l'avoir vraiment aimé. Voilà. Mais du coup, on passe à... Un film qui n'a absolument rien à voir. On va parler du film qui était attendu, si on en croit les réseaux sociaux, Love Lies Bleeding. Second long métrage de la britannique Rose Glass, Love Lies Bleeding est également son deuxième film sous le giron A24. Alors que son film précédent, Saint-Maud, n'avait pas eu les honneurs d'une sortie en salle en France, malgré son grand prix à Gérardmer... Alors, pardon, Morgane, il n'est pas sorti en VOD, Saint-Maud ?
Oui, mais j'ai dit en salle en France. Ah pardon, autant pour moi. C'est pour ça que tu m'as fait douter de ce que j'ai dit en salle. Je croyais en fait qu'il était sorti, mais vraiment nulle part Alors, en France. Il est sorti même directement sur Canal+, un truc comme ça. D'accord. Un peu comme ce qui va se passer avec Hitman de Richard Linklater. Quelle tristesse. Ouais. Donc voilà, Love Lies Bleeding, lui, pour le coup, il a pu bénéficier entre autres de la présence de Kristen Stewart, qui, je pense, du coup, a pu permettre sa sortie sur les écrans. C'est sûr. Mode, merci par exemple, Twilight. Voilà, alors que c'est un mode, l'actrice principale n'est pas connue, donc voilà, je pense que ça a joué aussi. Et puis c'était à une époque où les films d'A24 sortaient pas trop en salle. Et mode, c'était à 24 aussi. Oui, et c'était aussi l'époque où le cinéma d'horreur, c'était pas aussi prisé qu'aujourd'hui, voilà. Donc tout ça fait qu'on n'a pas eu la chance, moi personnellement je n'ai pas adoré le film, mais voilà, les fans de films d'horreur n'ont pas eu la chance de voir Saint Maud en dehors que sur leur petit écran. Donc le film est distribué par Metropolitan et il a été au cœur d'une polémique en avril dernier lors de sa projection au BIF à Bruxelles, où des spectateurs ont quitté la séance en réaction à des comportements lesbophobes de la part d'autres spectateurs. Voilà, juste pour la petite anecdote. Julie, le résumé. Oui, alors ça va être très court. Lou est une gérante solitaire d'une salle de sport, travail dans lequel elle s'ennuie. D'ailleurs, le film s'ouvre sur Lou en train d'essayer de déboucher des toilettes à la salle de sport. C'est assez glamour, comme vous vous en doutez. Elle tombe amoureuse d'une nouvelle venue dans les parages, Jackie, qui est une culturiste ambitieuse, mais qui, de par ses choix, va l'entraîner dans une spirale de violence. Oui, alors du coup, je disais que je n'avais pas trop aimé Saint Maud, donc je n'étais pas forcément très emballé par Love Lies Bleeding, puisque voilà, j'avais trouvé Saint Maud. On critique souvent A24 pour les films d'horreur un peu, elevated horror. Je trouvais que Saint Maud c'était un peu de l'elevated film de possession ou de film de relation entre deux femmes avec une personne plus âgée et une personne religieuse. Et finalement, ce qu'on attendait, donc l'horreur, arrivait peut-être un peu trop tard dans le film et que tout ça n'était qu'une espèce de film d'ambiance qui tournait un peu en rond. Pour le coup, Love Lies Bleeding, le film, je l'aime plutôt, même malgré ses quelques défauts, mais ce que j'apprécie dans la manière de filmer de Rose Glass, c'est que cette fois, elle montre... déjà, c'est plus un film qui se passe en Angleterre, c'est un film qui se passe aux États-Unis, donc c'est dans un pays qui lui est étranger, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui l'intéresse finalement, c'est le regard qu'a l'Amérique profonde sur des personnes qui sont marginales, et pour le coup, des lesbiennes. Mais on voit tout de suite, dès le début du film, l'écart entre le personnage de Kristen Stewart et le reste des gens qui l'entourent. Et c'est assez glaçant. J'ai l'impression de redécouvrir un cinéma des frères Coen, par exemple. Parce que si je regarde les personnages qui sont autour d'eux, dont le père joué par Ed Harris, le père de Kristen Stewart, mais aussi le personnage de Dave Franco, tout ça me rappelle un peu alors pour le coup, Dave Franco, c'est un peu la petite frappe un peu débile qui fait penser un peu au personnage débile qu'il y a chez les frères Coen, alors que le personnage de Darius, ça peut être aussi les personnages qui sont un peu plus flippants, notamment le tueur dans Fargo ou le tueur de No Country for Men. Voilà, donc le film, il y a une espèce de tradition un peu de gueule comme ça, et à l'intérieur, elle met en place des personnages qui sont de notre époque, quoi, les femmes des années 2020, quoi. Moi, ça m'a plus fait penser par rapport à ça. J'avais pas du tout fait de lien avec le cinéma des frères Coen, mais maintenant que tu le dis, ça me semble logique. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à des films comme Frontières de l'aube de Catherine Bigelow, tu vois, dans le côté un peu Amérique profonde, crasse. Il y a des marginaux, oui. Alors, avec, bien évidemment, beaucoup moins de fantastique, sauf à la toute fin de Love Lies Bleeding. Mais après, tu vois, quelque part, comme toi, j'ai bien aimé le film, mais je dois admettre que pour moi, l'un de ses plus gros défauts, c'est que le fait qu'elle soit... C'est peut-être lié à ça, mais le fait qu'elle soit là dans donc un pays étranger, en l'occurrence les États-Unis, entre les années 80, la salle de musculation, les vêtements... les coupes de cheveux, en fait, moi, j'ai trouvé tout ça, mais tellement toc et artificiel. Alors, c'est un côté fun. C'est sympa, c'est un côté fun parce que les habits, les postures, les attitudes des personnages, les coupes de cheveux, c'est à la mode aujourd'hui. Donc, il y a un côté fun par rapport à ça. C'est un peu aussi, quelque part, Love Lies Bleeding, la manière dont, dans les années 2020, on voit a posteriori les années 80. Parce que c'est pas du tout une reconstitution historique qui se veut
exact. Voilà, enfin, c'est plutôt une sorte d'instantané, en fait, un instantané d'une perception, d'une forme de vision de cette époque. Mais il n'empêche que, enfin, vraiment, je le redis, j'ai trouvé ça très toc, quoi. Enfin, je me suis laissée embarquer parce que j'aime beaucoup les deux actrices, je les ai trouvées super. Enfin, je veux dire, bon, Katie O'Brien, c'est la révélation du film, quoi. C'est là où je voulais en venir. Effectivement, Katie O'Brien, elle est géniale. Enfin, moi, je trouve qu'elle a une espèce de magnétisme incroyable. Même plus que Kristen Stewart. Enfin, j'ai préféré Katie O'Brien. Enfin, j'ai pas envie de les opposer. Mais voilà, mais c'est peut-être par rapport à l'effet de découverte. Mais ce que je veux dire, c'est que en dehors des actrices et des acteurs aussi, parce que je veux dire, comment il s'appelle, Ed Harris, il est vachement bien aussi. Enfin, rien à reprocher à personne, même à Jenna Malone, bon, très bien, quoi. Ah oui, Jenna Malone, c'est vrai qu'elle est dans le film, oui. Oui, mais on a tendance à oublier parce que, bon, là, pour moi, c'est pas un rôle dans lequel je l'ai vu souvent. Mais voilà, enfin, tout ça veut dire que, encore une fois, je trouve que tout ça fait très factice. Il y a un côté fun, mais gravissime. Mais on a du mal, je trouve, à vraiment y croire, quoi. Enfin, c'est... je sais pas, je me suis vraiment sentie impliquée, mais assez lointainement dans le film. En fait, c'est un peu du décorum, quoi. C'est là où je vais en venir. Voilà, parce qu'on se demande pourquoi le film se passe dans les années 80, finalement. Voilà, c'est ça. Pourquoi dans les années 80 ? Pourquoi aux États-Unis ? Les États-Unis, encore, je comprends, puisque je comprends le... En fait, littéralement, c'est l'Amérique de Trump, en fait, qu'on voit, mais... Oui, non, mais voilà. c'est vrai. Et même les deux femmes qu'on voit dans le film, c'est plutôt des femmes, en fait, de notre époque. C'est plutôt des lesbiennes des années 2010-2020. Même si on peut dire oui, mais à l'époque, peut-être qu'elle s'assumait moins, parce que c'était plus compliqué pour elle, mais au final, je pense que c'est pareil dans une ville de... Je sais pas dans quel état c'est d'ailleurs. Et même Colorado, pas, tu vois, je crois. Le film, Morgan n'aborde pas du tout la question lesbienne d'un point de vue politique, hein, au final. Enfin, je veux dire, en soi, je trouve que le film est politique de par... Alors, je vais préciser, oui. Parce que, attention, je sens que tu warning. je sens que tu vas me contester. Donc, je veux préciser ma pensée. Je trouve que c'est compliqué ce que j'ai dit parce que c'est pas, ça correspond pas exactement à ce que je veux dire. En fait, je trouve que le film n'aborde pas la question lesbienne de par sa lutte à exister dans l'espace public. Donc, en ça, je trouve que le film n'est pas politique. Mais, d'un autre côté, je trouve que il l'est dans la mesure, et c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal ce que je dis, c'est que je trouve qu'il est dans la mesure où il montre malgré tout dans un cinéma mainstream, parce que pour moi c'est du cinéma mainstream, je veux dire, voilà, c'est dans je ne sais combien d'écrans, c'est du A24, c'est du mainstream. C'est du cinéma d'auteur... c'est mainstream, c'est A24, c'est mainstream. Qui n'est pas exigeant et qui est plutôt pop même un peu. Oui, voilà. Donc c'est mainstream, tu vois, je veux dire, c'est pas un truc qu'on s'échange sous le manteau, enfin voilà. Je veux dire, c'est pas du blockbuster, mais voilà, oui. Oui, non, mais je veux dire, c'est du mainstream, c'est du A24, c'est du mainstream, on le voit au pâté Beaugrenelle à côté de chez nous, enfin c'est du cinéma mainstream, quoi. Et donc par rapport à ça, ce que je trouve assez génial malgré tout, c'est de voir des corps de femmes comme on n'a pas l'habitude de voir. Et je parle pas du corps de Kristen Stewart, mais je veux dire des femmes très musclées, des scènes de sexe lesbiennes qui sont très bien faites, et en même temps une histoire d'amour. C'est presque même un peu ça, genre, la scène lesbienne, je trouve, par rapport à ce que je m'attendais, en fait. Je sais pas si t'as ressenti... Désolé, je te coupe, mais je rebondis. En fait, moi, j'ai trouvé ça normal, dans le sens c'est bien. Ouais, voilà. Ouais, non, mais bien sûr, mais je pensais que, pour le coup, elle irait plus à fond dans les potards, quoi, là-dessus. C'est assez coupé, en fait. C'est ça que j'étais étonné, quoi. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai que il y a... Surtout les préliminaires, mais... Alors, c'est vrai que ça prend pas forcément le temps de se montrer, mais ça, pour moi, c'est, si tu veux, un défaut concomitant à tout le cinéma américain qui montre des scènes de sexe. Oui, en vrai. Mais justement, là, pour le coup, pour un cinéma indépendant, d'une certaine manière, même si c'est une major maintenant, A24, mais quand même, on aurait pu être en droit de se poser ça comme question. Moi, je vais rebondir parce que tu trouves, je suis d'accord dans le côté en fait où on réinvestit un genre qui est plutôt masculin ou qui est plutôt fait par des réalisateurs d'hommes. En fait, ce que je veux dire, c'est que la question lesbienne n'est pas au centre du film. Elles sont lesbiennes, c'est un fait. Le père, il s'en fiche. La sœur du personnage principal s'en fiche. C'est là où je veux en venir en disant que c'est pas un film si politique que ça, mais j'en fais pas un défaut. Le film a le droit. Disons que le film, il est peut-être
ce qui intéresse plus, c'est plutôt son côté. Ce sont des femmes in a man's world, comme on dit, dans un monde d'hommes. C'est un peu Sailor Lula au fond, sauf que là, elles assument leur côté lesbienne. Non, Sailor Lula. Je voulais dire Thelma et Louise, parce que c'est des films avec deux noms. Mais même pas leur côté, enfin leur orientation sexuelle, tout simplement. Oui, non, mais t'as compris ce que je veux dire. Dans Thelma et Louise, il y a une espèce de tension, mais ça n'est jamais. C'est plus un film de sororité, alors que là, pour le coup, il y a une sororité, évidemment, parce qu'elles sont toutes les deux contre les personnages masculins qui les entourent, et en même temps, elles s'aiment, et voilà. Donc, c'était pour dire ça, et pour le coup, c'est un film de Ridley Scott. Peut-être que Roswell s'est dit, ce serait bien que je fasse aussi le Thelma et Louise fait par une femme. Mais pour moi, il y a quand même. On peut pas renier, n'empêche que ce côté-là, c'est qu'on peut pas renier le fait que les personnages au bout d'un moment sont luttent contre le regard des hétéros. Par exemple, au bout d'un moment, il y a au tout début du film, quand elles se rencontrent toutes les deux, elle se prend quand même une baigne parce que le type un peu parce qu'elle a refusé les avances d'un homme. Ouais, le gros mascu, etc. Enfin voilà, je veux dire, il y a quand même ça au fond, même si ce n'est pas visiblement un problème. On aurait pu penser, et je trouve ça assez fin de la part de Rose Glass, que le personnage d'Ed Harris renie sa fille parce qu'elle est lesbienne. Ce n'est pas du tout ça le cas. D'ailleurs, lui-même ne renie pas sa fille, c'est elle qui renie son père, puisque en fait, il l'a amené à faire des choses, des actes criminels. Non, du coup, je trouve que le film, effectivement, il aurait pu se passer de tout ce décorum. Effectivement, la musique, elle est cool. Hein. C'est une musique très synthétique, néon, etc., qui fait un peu ce qui marchait en fait au début des années 2010. C'est assez marrant de voir ce film en 2024 et de dire c'est marrant, ça ressemble un peu à du Nicolas Winding Refn dans les styles musicaux. Mais finalement, ça, ils auraient pu l'utiliser tout en faisant un film qui se passe en 2020. Je pense aussi que si ça se passe dans les 80, c'est aussi par une astuce scénaristique, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient plus se désamorcer avec l'utilisation d'Internet, des téléphones portables, etc. Comme le fait qu'à un moment, elle s'enfuit à Las Vegas pour un show culturiste et que elle n'arrive pas à joindre Lou. Bon, ça... Enfin, il y aurait Internet, il y aurait un WhatsApp. Oui, voilà, c'est ça. Et puis même, elle appelle au téléphone et c'est le téléphone de son appartement et c'est qui décroche. C'est la méchante... Alors que, en fait, s'il y avait eu Internet et les téléphones portables, c'est pas, entre guillemets, la méchante qui aurait décroché parce qu'elle aurait pas pris le téléphone de l'autre pour décrocher parce qu'on ne fait plus ça aujourd'hui. Oui, voilà. Enfin, le problème, ça, c'est pas grave, ça peut arriver dans les films. Il y a des cinéastes qui font ce choix d'utiliser des films qui se passent dans le passé pour notamment profiter de ça, et je suppose qu'il y en a plein qui font ça parce que c'est pratique. Il n'empêche, Morgane, pour te couper, mais j'aimerais te lancer là-dessus, que le film a des faiblesses scénaristiques. C'était justement ce que je voulais dire, Julie, tu fais bien. Et le problème, c'est que là, quand on voit le film de Rose Glass, j'ai l'impression qu'on voit que c'est trop évident, en fait, pour compenser, effectivement, des faiblesses scénaristiques qui sont... assez surtout vers la fin assez criante, notamment lorsque le film tombe complètement dans le côté un peu thriller, polar, oui, il y a des policiers, donc on peut dire que c'est un polar. On est dans la pure scène d'action, voilà, et finalement en fait le film se résout dans sa dernière demi-heure, peut-être un peu moins 20 minutes, je ne sais pas, de manière assez décevante. Alors je dis pas la toute fin qui est assez marrante, qui vire dans le kitsch, et la toute fin qui assume d'ailleurs, on va dire, le volet fantastique du film qu'on pressentait un peu un moment mais sans trop savoir vers où on allait aller. Bon, là on est dans le délire à la Gulliver à la fin. Parce que le film il flirte beaucoup avec le body horror, par exemple, parce qu'on apprend des produits, le personnage, j'ai oublié son prénom, Jackie, et on a l'impression que ça a un impact mais sur son corps, mais en même temps ça se trouve elle était déjà un peu comme ça, et en fait la fin du film nous fait comprendre que oui, elle était comme ça en fait. Oui, en fait le film induit en erreur parce que les substances qu'elle prend au début, on croit que c'est uniquement un effet dopant, qui se caractérise par on va dire des conséquences liées à la drogue, quand en fait on se rend compte que il y a comme une espèce de super pouvoir à l'œuvre. Oui, c'est ça, en fait elle devient une femme géante de 20 mètres de haut, et le film il
se résout comme ça. Il se résout comme ça, mais moi, c'est pas ça qui me gêne du coup dans le film, puisqu'en plus, j'y vois une sorte d'hommage à un film d'exploitation des années 50 qui s'appelait L'attaque des femmes de 50 mètres de 50 pieds de haut, une espèce de film. Je sais plus si c'est en noir et blanc ou en couleur, mais en tout cas un peu, enfin oui, d'exploitation de série B en fait, voilà. Mais moi, ce qui me gêne, c'est plutôt donc le côté un peu thriller qui se résout, où en fait son père tient en otage Jackie, le père de Lou, qui est joué par Ed Harris, et en fait quand elle arrive chez son père, il est pas là, et en fait Jackie elle est laissée toute seule dans un coin, du coup elle la récupère. Il y a une scène où elle se retrouve, où au début tu penses que ça peut mal se finir, mais en fait non, ça se passe bien, et en fait après le personnage de Lou décide je pense d'en finir avec son père, et en fait il était dans la maison en fait, enfin tu sais pas pourquoi, et il y a plein de petits éléments comme ça, même un peu avant, où il y a des incohérences, et je trouve que le film il arrive pas à emballer son côté thriller en fait, c'est ça qui est dommage. À ce niveau il se tient pas, parce que effectivement là où je te rejoins Morgane, c'est qu'à partir du moment où tu veux embrayer sur du pur thriller, il faut quand même être solide en matière de scénario, et là c'est pas vraiment à la hauteur. C'est décevant en fait. J'aime le film pour ses deux personnages principaux qui sont attachants, ouais. Pour la manière dont il filme le corps notamment de Jackie, qui effectivement est ahurissant, et elle le fait ressentir même aux yeux des autres personnages, et aussi évidemment aux yeux de Lou, parce qu'elle a du désir pour ce corps, et tout ça est bien, mais à côté, je trouve que la partie thriller est complètement, alors pas ratée, mais basique en fait. C'est presque, ça, tu vois pas de génie dans l'écriture, tu vois pas de génie dans la mise en scène, c'est dommage quoi. Elle aurait pu faire un super film, finalement ça reste un bon film, mais sans plus quoi. Oui, c'est plaisant, dans le sens où, moi je craignais la catastrophe, parce que j'avais vu des retours qui me semblaient un peu excessif dans la déception. Enfin, je veux dire, c'est pas Love Lies Bleeding, c'est pas un film nul. Après, c'est pas non plus absolument génial. Ça a le mérite de son originalité dont on parlait au début. Enfin voilà, moi de toute façon, quand des films me montrent des choses que je n'ai pas l'habitude de voir, forcément, je conserve toujours une forme d'enthousiasme vis-à-vis de ces films-là. Et là, on est en plein là-dedans, quoi. Maintenant, sur le reste... c'est ça, oui, il y a comme une espèce de manque de rigueur. Enfin, c'est un peu évacué à la truelle, et j'en attendais plus. En tout cas, on a fini, je pense, avec Love Lies Bleeding. On va continuer avec du cinéma de genre, avec Les Guetteurs de Ishana, je crois, Shyamalan. Les Guetteurs est le premier film de Ishana Shyamalan, 23 ans, dont vous aurez forcément reconnu le nom, puisque, comme je l'ai précisé au début de ce 38e épisode de Harry Camara, il me semble, c'est la fille de M. Night Shyamalan, qui a lui-même d'ailleurs produit son premier long métrage. Adapté du roman éponyme écrit par l'auteur irlandais A.M. Shine, roman d'ailleurs Les Guetteurs, les Watchers en anglais, toujours non traduit en France, si je ne m'abuse. Le film a pour inspiration, si j'en crois sa réalisatrice, Antichrist de Lars von Trier. Et c'est là où je dis ah bon. Ah voilà. Ah bon, je crois qu'on n'a pas vu le même film. Eh bien, nous allons en parler, Morgane. Ishana et moi. En est-il seulement proche de ce Antichrist? On voit ça après ton résumé, Morgane. Bon, en tout cas, je dois dire que Ishana Shyamalan, tu as bon goût, mais waouh. Bon, on va y revenir. Donc bon goût, mais peut-être pas une bonne caméra. Voilà. Alors. Perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de la forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux, ils voient tout. Alors, bon, avant de partir sur cette histoire de Antichrist, de savoir, je vois Morgane qui est en train de s'esclaffer, donc je le dis vu que nous sommes à la radio et qu'on ne voit pas... vous entendez, mais vous ne voyez pas. Bref. Donc, avant de parler de cette histoire de Lars von Trier, moi, c'est une forme de complaisance, Morgane, mais j'ai un peu d'affection pour ces films-là, parce que ça rappelle la midinette en moi quand j'avais 16-17 ans et que j'empruntais à mon CDI au lycée les Twilight. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on parle de Twilight ce soir, mais forcément avec Kristen Stewart. Mais donc que j'empruntais les Twilight et que je les dévorais, et j'étais une fan immense de Edward Cullen. Alors, c'est pas du tout la même histoire, bien évidemment, mais c'est exactement le même genre. C'est-à-dire que pour moi,
on est dans le genre littéraire du young adult, avec des histoires horrifiques, un peu mignonnes et en même temps un peu dures, qui se basent sur du folklore et qui ont pour but un peu de faire peur. Et ce sont des livres, ce sont des page-turners, et voilà, enfin, je veux dire... Donc après, le problème, c'est que ce genre de récit, en règle générale, et je suis désolée pour les fans, faut être honnête, c'est pas la grande littérature, et je vais te permettre d'enchaîner là-dessus, c'est rarement du grand cinéma. Et en fait, c'est très bien ce que tu dis, Julie, parce que j'ai ressenti la même chose devant le film. Je m'attendais pas en fait à ce que ce soit ça le film. D'ailleurs, l'abondance ne... Tu t'attendais pas à ce que ce soit une histoire young adulte, enfin ce genre-là, quoi. Ouais, alors en fait ça se révèle plus vers la fin en fait, parce que le film, je crois qu'il est fini quand il sort de la forêt. En fait, non, il y a encore une espèce d'épilogue assez long. Ah, ça traîne, hein. Et effectivement, là, on rentre dans un domaine qui... Alors, tu l'as dit, c'est pas la même chose que Twilight, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, etc. Mais il y a quand même cette idée du fait que le personnage principal, joué par Dakota Fanning, en retire de cette expérience une espèce d'élévation, en fait, de sa personne, qui devient... Parce que c'est quelqu'un qui vit une vie assez monotone, qui a eu un traumatisme avec le décès de sa mère. Elle est plus proche de sa sœur, qui, je crois, ne vit pas dans le même continent, parce qu'il me semble qu'elle est américaine. Bah, en fait, ce sont des récits, pardon, Morgane, qui font finalement indirectement écho à ce qu'on appelait au début du XXe siècle le roman d'apprentissage. Et donc là, le but, c'est que ce sont des personnages qui, en gros, sont un peu paumés au début, il leur arrive des choses extraordinaires, et à la fin, ils s'en sortent. Oui, bien sûr. Après, c'est assez commun dans le cinéma Bien de genre, sûr. notamment ce genre de choses. Mais le fait qu'elle soit, le fait qu'on a l'impression que ça rentre encore plus dans ce que tu parlais de ces espèces de page-turner de bouquins des années 2008, 2012, j'ai l'impression, si on doit faire une situation temporelle, peut-être même un peu avant 2008 et un peu après 2012. Mais c'est surtout que ça se passe en Irlande, qui était très à la mode à l'époque, et tout le folklore. C'est vrai, c'est plus du tout à la mode comme pays, l'Irlande, sauf pour le groupe de rock Fontaine DC, mais qu'est-ce qui est à la mode à part Fontaine DC d'Irlande? Bon, ok, Cillian Murphy. Ouais, et encore, c'est des acteurs qui jouent plus trop en Irlande. Alors si, il y a Cillian Murphy qui fait de temps en temps un film irlandais, notamment cette année, il était à la Berlinale avec un film irlandais qui n'a pas encore de date de sortie, je crois. Enfin bref. Mais voilà, l'Irlande, c'est plus à la mode. Mais à l'époque, c'était à la mode, notamment tout ce qui était le folklore, évidemment, les elfes, les lutins, tout ça on retrouvait notamment dans Harry Potter, qui ne se passe pas en Irlande, qui se passe en Écosse, mais déjà... Mais c'est pareil, l'Angleterre, l'Irlande et par extension l'Écosse, c'est plus à la mode. Mais surtout l'Irlande, c'est vraiment plus à la mode. Puis surtout le côté celtique, en fait, le gaélique aussi, ça. Le langage, parce que c'est utilisé le gaélique dans le film, d'ailleurs on va y venir, mais et le folklore, la mythologie, et du coup le film, je m'attendais... Alors, déjà, je savais pas que le film allait insister autant sur ça, parce que j'avais l'impression, en voyant la bande-annonce, que c'était un high concept movie, donc alors, un film à gros concept qui tourne autour de ce concept, un peu comme dans le cinéma de Shyamalan, parce que c'est souvent ça les films de Shyamalan, c'est qu'il y a un concept principal et ensuite il s'amuse à jouer avec les règles de ce concept, il s'amuse aussi à le démolir, à le démentir, à mettre des doutes, etc. Alors qu'en fait le film c'est plutôt en la faveur de Ishana, c'est-à-dire que finalement on a l'impression que ça va être la même chose que son père, mais c'est un peu différent quand même. Donc voilà, elle mérite de pas faire exactement le même cinéma que son père, sauf que ce qui est bien en soi, hein. Sauf que j'ai quand même l'impression devant ce film de voir un film déjà très daté, d'avoir une espèce de film j'avais dit circa, c'est-à-dire autour de 2004-2005, qui surfe un peu sur la vague des films de Shyamalan de l'époque qui avaient eu du succès. Et genre j'ai pas en tête des films de ce genre, mais j'avais l'impression qu'à l'époque, quand Shyamalan avait eu du succès, notamment avec le Septième Sens, Signe, que même Le Village un peu, ça n'avait pas cartonné, mais il y avait eu quand même un certain succès, qu'on avait vu arriver des films qui tournaient autour d'un concept, des films un peu horrifiques, mais pas trop, qui tournaient autour d'un concept, mais qui le faisaient beaucoup moins bien que Shyamalan. Et ben là, c'est un peu la même chose. Oui, non, je comprends. Après, je sais pas, je sais pas, pour moi, on n'est pas, tu vois, vraiment dans le... Enfin, il y a un concept, je veux dire, il y a une question centrale dans Les Guetteurs. Je ne devrais même pas dire question, parce que même le dire comme ça me semble encore trop élevé par rapport à ce qu'est vraiment le film. Mais disons que le film se concentre autour des Changelins et par rapport à ça aborde de manière très superficielle
la question de la différence de l'autre, des discriminations, etc., etc. Ouais. Oui, voilà, je te vois lever les sourcils, Morgane, mais il le fait, tu vois, il le fait. Mais comme je le dis, c'est vraiment en surface. Et non, mais en fait, je sais pas, c'est plaisant par certains aspects, mais quand on y pense a posteriori, c'est tellement peu de choses, en fait, c'est dommage, tu vois. Enfin, je veux dire, toi et moi, on a vu ce film au cinéma, et moi, je suis toujours pour que les films aient leur place au cinéma, mais en vrai, c'est un film que tu vois un dimanche après-midi, quand tu t'ennuies chez toi et qu'il pleut comme en ce moment à Paris. Enfin, voilà, c'est tellement peu de choses, et c'est un peu triste, et à la limite, c'est le cas et ça pourrait être plaisant, mais il y a des moments vraiment que j'ai trouvé effarants dans le film. Je suis désolée, c'est un premier film, j'aime pas taper voilà, sur des premiers films. Mais là, enfin je vais spoiler, mais quand dans le film, alors que certains personnages, on nous dit qu'ils sont enfermés dans la forêt depuis 5 mois, depuis 6 mois, et en fait, ils découvrent que dans la pièce dans laquelle ils vivent, parce qu'ils ne vivent que dans une pièce dans la forêt, donc c'est une espèce de cabane à une pièce. Enfin, la nuit, sinon le jour, ils ont tendance à sortir parce que ils ont droit de sortir jusqu'à la nuit. Parce que la nuit, les monstres sortent et il faut qu'ils rentrent dans la maison. Ils sortent que quand il y a la lumière du jour. Et donc la nuit, depuis 5 mois, tous les jours, ils sont dans une pièce. Et au bout de 5 mois, ils découvrent quoi? Qu'en soulevant le tapis, il y a une trappe. Mais on nous prend pour des cons. Ouais. Enfin, je veux dire, non mais sans déconner, enfin... Qui fait ça? Qui fait ça? Enfin, je veux dire, Morgane, toi ou même moi, je suis enfermée dans une pièce pendant 5 mois, mais au bout du premier jour, je regarde tous les murs, le plafond, le sol. Qui, pendant 5 mois, ne regarde pas le sol, qui ne soulève pas les tapis? Enfin, je ne comprends pas. C'est vraiment un mec qui a écrit ça, c'est un mec qui fait pas le ménage et qui soulève pas les tapis ou quoi? Non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est elle qui l'a écrit le scénario. Mais non, mais c'est adapté d'un livre écrit par un homme. Ah oui, Morgane. mais alors je sais pas. Non, mais je dis ça en rigolant, mais je ne comprends pas cette idée-là. Enfin, et celle-là est vraiment la plus effarante de tout le film, parce que bien évidemment, c'est un prétexte scénaristique, dire il y a une trappe, il suffit de l'ouvrir en tournant son ouverture avec une espèce de, comment dire, de serrure de volant. Manivelle. Voilà, une manivelle, merci, en soulevant le tapis, et ça mène à un endroit qui va permettre l'échappatoire. Mais pourquoi il a fallu 5 mois pour arriver là? Enfin, ça n'a aucun sens. Et le film est un petit peu comme ça. Alors, on nous le justifie en invoquant donc Mina, incarnée par Dakota Fanning, qui finalement, en étant un personnage qui n'est pas tout à fait gentil, enfin disons pas gentil de manière conventionnelle. Oui, qui a une espèce de background un peu un trauma, quoi. Voilà. Où elle est un peu responsable, mais voilà. Qui, à elle seule, incarne un élément perturbateur qui permet au groupe de prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises. Mais on n'y croit pas une seule seconde. Non, bien sûr. Enfin, non, mais le film joue qu'il a des codes, mais parfois il joue un peu trop avec ses codes. Enfin, j'ai l'impression que des fois il triche un peu avec ses codes, et ça m'énerve en fait ce genre de film. Et ça passerait mieux la pilule si à côté il y avait une vraie. Alors déjà il n'y a pas de vraie horreur, j'ai trouvé. Oui. Enfin vite fait, tu vois. C'est-à-dire en fait des trucs. Enfin, vraiment des tropes quoi, qui moi m'énervent dans le cinéma d'horreur. Je ne supporte plus ça. Enfin, je le dis, voilà, je le clame. Hein, c'est un parti pris, Morgane. Je supporte plus l'horreur factice. C'est-à-dire, pour faire peur, on va pas montrer un visage pour que quand le visage on montre, on sursaute. Ou alors, il y a la musique forte très vite d'un coup pour créer un jumpscare. Enfin, tu vois, tous ces espèces d'artifices. Oui, c'est un peu nul, ça, mais... un peu cache-misère. Et elle a beaucoup recours à ça. Enfin, c'est pas bien, quoi. C'est pas des bons jumpscares, en plus. Mais ça, à la limite, pourquoi pas. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que, finalement... la forêt, elle s'en sert pas vraiment. Il y a pas trop de... Elle reste toujours collée un peu à la maison. La maison, elle est... En fait, elle est assez... Alors, il y a une promesse aussi, je trouve, Morgane, de survivalisme dans le film. Mais c'est... Non, mais voilà, tu rigoles. Mais il y a une promesse de ça, quand même. C'est-à-dire... Enfin, on se dit, elle va rester coincée là, ad vitam aeternam. Et puis, en fait, le seul moyen de montrer cette manière de survivre... c'est de chasser des oiseaux. Enfin, ouais, super, ça dure 5 minutes. Enfin, il y a rien qui est abordé. En fait, ça ne tient pas. C'est-à-dire, on se dit comment ils peuvent vivre dans une pièce pendant des jours, des semaines,
comment ils prennent des douches, comment ils font avec les vêtements. Enfin, il y a strictement rien, ça ne tient pas dans cette histoire. Il n'y a pas de moyen de se doucher en vrai, donc je ne sais pas à quel moment ils touchent. Mais ils sont tous propres, ils sont tous nickel, ils ont des magnifiques cheveux. Il n'y a pas de toilette dans on la voit la maison, on ne sait pas comment ils font. Ce n'est jamais abordé, mais c'est des peut-être dans les bois évidemment, quand c'est la journée. Mais c'est question d'ordre pratique et je comprends pas et je trouve que ça empêche. Enfin, j'aime pas chercher la petite bête dans les films, mais je trouve que le fait que tout cet aspect-là finalement Morgane soit impensé, ça n'aide pas non plus à apprécier le film parce que on voit que le film est paresseux. Ouais, bien sûr, mais même le principe de faut pas tourner le dos, finalement, elle passe son temps à tourner le dos à la vitre. Oui, alors pour expliquer, c'est-à-dire que quand le soir, les personnages sont examinés par les monstres, donc les changelins. Qui les regardent comme s'ils regardaient la télé, parce qu'en fait, c'est comme s'ils étaient personnages d'une télé-réalité type Love Story, quoi. Et c'est là où j'allais en venir, mais vas-y, continue. Non, juste pour dire qu'ils ne doivent pas leur tourner le dos aux monstres. Voilà, et c'est ça qui est justement assez aberrant, c'est que finalement, il y a le film, il met lui-même en scène une espèce de mini-télé-réalité qu'elle a inventée, qui est inspirée de Love Story, des choses comme ça. Enfin, pas Love Story, parce que c'est en Angleterre, c'est Big Brother, voilà. C'est l'équivalent de Love Story, mais à l'étranger. Donc il y a ça, et en fait, elle en fait rien, parce que finalement, elle préfère tout le temps fuir la maison et les montrer la journée quand ils essayent de survivre. Mais en fait, alors que finalement, ce qui est intéressant dans le film, c'est le fait qu'ils soient guettés. Le film s'appelle Les Guetteurs d'ailleurs. Mais pourquoi ? Parce que le film fait comme beaucoup de romans young adult ratés, Morgane, c'est que le film se concentre quasi exclusivement sur les états d'âme de son personnage principal. Et comme là, la seule chose sur laquelle tout ça repose, c'est-à-dire que le personnage principal n'est pas une fille comme les autres parce qu'elle n'est pas gentille, ce que je trouve un petit peu bizarre, enfin je veux dire, on en est encore réduit là, et bien tout le reste passe à la trappe. Voilà, alors qu'on découvre au bout de 5 mois. Alors qu'on comprend qu'il y a... on comprend qu'il y a... La trappe, oui. Très drôle, je dis. Alors ça aurait pu être intéressant de comprendre notamment les tensions qu'il y a entre les personnages, qu'on comprend qu'il y a un personnage qui a un mal-être, et en fait on le découvre qu'à partir du moment où il attache la vieille femme et qu'il essaye de briser en fait les règles qu'on lui a imposées, parce que c'est cette vieille femme qui lui a rapporté les règles, parce que c'était elle qui était là avant lui, alors que en fait ça aurait pu être montré autrement, ça aurait pu être montré dans la maison, de voir comment ils n'arrivent pas à se supporter certains, et justement c'est ça qu'il y a dans la télé-réalité souvent, c'était de voir les gens qui s'engueulent, qui se disputent ou qui ont des rapprochements intimes, enfin sans aller jusque là, parce qu'évidemment la composition des gens fait que c'est pas évident d'avoir des rapports intimes avec une vieille dame et une jeune femme, enfin je veux dire c'est pas forcément non plus évident pour la réalisatrice de dire que ça va être facile à faire, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, le film passe complètement à côté de tout ce qui aurait pu être intéressant. Mais d'ailleurs, Morgane, à propos des règles édictées par la vieille femme, enfin, dès le début, on essaie de nous instaurer un mystère qui n'a pas lieu d'être. On nous dit, cette vieille femme, elle était en premier et elle avait connaissance de règles, et en même temps, elle est bizarre. Bon, on comprend qu'elle n'est pas tout à fait humaine. Enfin, je veux dire, on le comprend dès les premières minutes du film. Ouais, alors on a un doute. Après, c'est vrai que de là à dire elle n'est pas humaine, moi je me dis, elle est chelou, elle est liée au... Parce qu'au début, on pense qu'en fait, ils sont là et qu'il y a un professeur qui fait des expériences, mais en fait, le professeur, il est plus là, il est décédé. Et voilà, mais c'est souvent comme ça chez Shaman, c'est qu'en fait, il y a une espèce de personnalité ou pas de conspiration, mais d'organisme qui a la main mise sur... Oui, de conspiration. Oui, voilà. Et finalement, là, c'est pas du tout ça. En fait, on part dans le folklore irlandais, mais c'est vraiment dommage. Ouais, il y a plein mal de pistes qui auraient pu être heureuses dans le film qui sont complètement abandonnées pour terminer dans une... Pareil, la scène finale dans la maison où tu penses qu'elle va reproduire le dispositif, puisque en fait la maison en elle-même, d'ailleurs je sais même pas c'est la maison de qui, enfin bref, où ils se retrouvent à la fin quand elles sortent de la forêt. Je crois que c'est la maison d'une des protagonistes, ouais, mais elle a l'air tellement luxueuse que je me dis, ah bon. C'est pas clair. C'est très étrange. Et du coup, la maison, déjà, c'est de nuit, il y a une baie vitrée, et le personnage menaçant est à l'extérieur. Tu dis, ouais, on va recréer ça, mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, là, il y avait une porte qui était laissée ouverte. Enfin, bref. Et finalement, pour arriver dans un truc la menace est vite abandonnée, puisqu'elle va dialoguer avec cette créature, et voilà, en fait, ça se finit comme ça. C'est un peu
peu bizarre, ouais. Je sais pas, enfin, c'est un film raté, hein, on va pas se mentir. Non, bien sûr. Mais, j'ai pas détesté, j'ai pas trouvé ça nullissime, mais... Bah, parce que c'est pas non plus déplaisant, mais c'est tellement une petite chose, c'est voilà. Assez tragique. Et d'ailleurs, je l'ai vu un peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécialement méchant ou sévère par rapport à la moyenne des gens, mais... il y a quasiment personne de tous les avis que j'ai lus qui a adoré, que ce soit côté critique, que ce soit côté spectateur. C'est pas un premier essai qui a su convaincre. Non, alors après, je sais que Shyamalan, c'était aussi pour ça que j'étais curieux, c'est que c'est pas tellement parce que c'est la fille de M. Night Shyamalan, mais c'est aussi parce que je n'ai pas regardé la saison 2 et 3 de The Servant, mais il me semble qu'elle a réalisé des épisodes et qui sont plutôt bien, d'ailleurs, j'avais lu ça. Donc oui, pour le coup, j'étais curieux. Alors peut-être que c'est une bonne réalisatrice et qu'elle a du mal à écrire des bons scénarios pour le moment, je ne sais pas, parce que là c'est un scénario d'elle, mais en tout cas le premier film pour le coup est plus que décevant, donc à voir, je pense qu'elle fera un deuxième film, un troisième film, à voir ce que va donner la suite. On en a terminé avec cet épisode, donc plus court que d'habitude, le 38e épisode d'Arrêt Caméra. Alors pour la prochaine fois, on revient cette fois dans 15 jours, parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne s'est pas encore arrêté sur le sommaire, mais Morgane, tu vas me dire oui ou non, à voir. Alors, The Bike Riders. Oui. Oui, allez, ça c'est Jeff parti. Nichols, oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de film, donc oui, j'ai envie de le voir. Je suppose que toi aussi, Julie. Oui, en vrai, moi aussi, oui. Donc nous sommes d'accord là-dessus. Vice Versa 2, dis oui. Oui, alors en plus, on n'a pas le choix, c'est compliqué de passer... Mais si, on a le choix, mais moi j'ai envie de le voir quand même. Oui, alors déjà, moi le premier, j'ai adoré, c'est un des meilleurs Pixar, même si là, Pixar a perdu son espèce de côté immaculé d'Dora, voilà, d'Dora. Le film cartonne, mais de manière monstrueuse, monumentale. Les chiffres sont sortis ce week-end, c'est incroyable. Donc c'est difficile de pas parler d'un film qui cartonne, parce que du coup, forcément, c'est intéressant, on veut savoir pourquoi ça cartonne, voilà. Donc oui. Maria. Moi, j'ai envie de dire non. Non, parce que voilà, il y a d'autres films qui m'intéressent plus. Alors oui, l'histoire pour le coup de Maria Schneider, oui, c'est important et c'est bien que le film existe, mais déjà c'est un biopic, donc ça m'intéresse moins parce que les biopics c'est souvent raté. Oui. Et on en voit tellement des biopics. Et voilà, finalement, c'est pas forcément ce film-là vers lequel on va se tourner. In Water de Hong Sang-soo. Voilà, donc c'est le film flou de Hong Sang-soo. Est-ce que je veux m'infliger ça ? Alors, allez, oui, mais par contre, si c'est pas bien, je le dirai. Ouais, alors tout le monde dit que c'est génial, donc... Mais si c'est pas bien, je n'aurai aucune honte à le dire. Je ne vais pas retenir mes coups. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on parle d'un film de Hong Sang-soo tous les 2 mois, Arrêt Caméra. Je n'en peux plus. Le Comte de Monte Cristo. Oula, sujet délicat parce qu'il faut quand même accepter de se affliger 3 heures de ça. 3 heures de Pierre Ninet. Surtout. De Pierre Ninet, mais enfin la bande-annonce, ils ont l'air de tous mal jouer, donc il n'y a pas que Pierre Ninet, hein. Il y a Laurent Lafitte, je crois, il y a Bastien Bouillon. Il y a Anaïs de Moustier. Oui, et puis il y a Anna-Maria Vartomei qui est d'ailleurs aussi dans le film de Jessica Palud de Maria, donc oui, non mais ça a l'air d'être celle qui s'en sort le mieux d'ailleurs dans le film, mais tout a l'air... laborieux. Heureusement, ils ont enlevé la couleur sépia caca des Trois Mousquetaires. Bah non, mais là, en fait, on dirait qu'ils ont embauché des vrais lampistes, c'est-à-dire des gens qui font de la lumière. Ouais, non, je sais qu'on n'appelle pas ça les lampistes, mais ça me fait rire. Et encore, la lumière, c'est pas non plus, c'est pas plus qu'une. En tout cas, on n'a pas vu le film, donc on va pas non plus cracher sur tout, mais ça a pas de ce qu'on voit dans l'annonce, ça a pas de voler non plus super haut, mais au moins, voilà, ça a l'air de pas faire trop mal aux yeux. Nous jugerons sur pièce. Et enfin, le dernier, Morgane, nous n'aurons pas le choix. Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Oui, alors ça, il faut en parler, effectivement, même si on n'est pas fan du cinéaste. Mais moi aussi, c'est toi qui n'es pas fan. T'es pas fan tout seul. Je sais pas, pour Things, t'avais pas trop aimé, donc voilà. Il t'avait déçu. Oui, bon, il m'avait déçu, mais après, le reste de Lanthimos, tout ce que j'en ai vu, moi j'aime bien, y compris le fameux Mise à mort du cerf sacré. Oh mon Dieu, mais quitte à voir un film de 3 heures, je préfère voir le Lanthimos que le film avec... Il dure 3 heures, Kinds of Kindness. Il dure 2h44, oui. Oh non, mais quel enfer. Voilà. Bon, Julie, on va voir si on va aller le voir ou pas. Non, je n'en peux plus. Ah si, on va le voir. Puis il a eu le prix d'interprétation de Cyprien de Cannes, donc voilà, on n'a pas le choix. Voilà, donc ce sera de toute façon un sommaire assez riche. D'ici là, on vous dit bonne écoute. Ne restez pas que sur la politique. Allez au cinéma, vivez la culture, tant qu'on en a. Ouais, mais votez quand même un peu Front Populaire. Hein. Oui, bon, certes. Et puis on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours.